Bien, on va passer sur un temps fort auquel on est tout particulièrement attaché et flatté d'ailleurs, donc de porter ce sujet-là. Muriel est là, non? Elle arrive dans 2 minutes. Bonjour Catherine. Est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Quel honneur de vous avoir. Comment ça sale? Comme ça, c'est bien? Ok. On va attendre Muriel. Oui, comme vous le souhaitez. Bien, la dimension RSE est un sujet qui nous concerne tous. Je crois qu'il a pris de plus en plus d'importance dans notre actualité, dans notre exploitation, dans nos exploitations d'acteurs de filière. Il était important, effectivement, qu'on mette un focus important. On va attendre Muriel. Excusez-moi, Catherine. Je prends, hein. Aujourd'hui, on sent qu'on est dans une transformation profonde de la société. Le monde de la communication, et là je parle en mon nom et en mon nom seul, de ce qu'on dit à l'Observatoire. Je trouve qu'on a trop fustigé donc, les acteurs de la communication par rapport, je dirais, à leur comportement, par rapport à leur impact carbone, comme on dit parfois, par rapport à un certain nombre de sujets de cette nature qui nous chiffonne un peu, hein, donc je tiens à le dire. Donc, ce qui fait qu'en fait, la filière au global, Catherine, on aura l'occasion d'en parler, est concernée. Le monde des agences, le monde des médias, le monde de l'événementiel, le monde des industriels, le monde des acteurs du numérique. On est tous un peu regardés de près en disant tout cela, effectivement, consomme beaucoup de choses, hein, beaucoup de voilà. Donc, l'impact RSE, qu'en est-il? Puis il y a la dimension RSE. Alors là, j'aimerais bien que Muriel vienne me rejoindre pour qu'elle ouvre le débat avec moi sur ce sujet-là, parce qu'après, mais pour ce faire, moi, je suis flatté d'avoir donc Catherine à nos côtés aujourd'hui, parce qu'effectivement, elle a fait un travail remarquable. J'ai commencé à l'envers, Muriel. Tu l'as fait exprès, c'est pour que vraiment je patine, tu vois. C'est pas très bien, Muriel. C'est pas très charitable. Hein, c'est pas très charitable. Non. Et effectivement, je suis vraiment très heureux que vous veniez parce que je sais que vous avez fait un travail remarquable, Catherine, pendant plus de 2 ans et demi, 3 ans auprès de nos pouvoirs publics sur ces engagements RSE. Mais avant de vous laisser la parole, Muriel, bon, alors nous, on se connaît bien, hein, Muriel. Hein, les valeurs RSE, moi, je vais vous dire un truc. Avec Muriel, on a vécu des succès et des échecs. Et des vrais échecs. Il y a combien de temps on a lancé une opération avec Muriel? Excuse-moi de démarrer par ça, Muriel, mais c'est important de vous sensibiliser. Hein. Il y a 4 ans, je crois, il y a 4 ans, effectivement, on parlait beaucoup d'entreprises à mission. C'était le Graal. Ça devait être le Graal. C'était C'était l'innovation du l'innovation moment. du moment, c'était Alors, le truc tech, enfin l'équivalent d'innovation tech voilà. du moment. Ouais. Et alors avec Muriel, alors moi j'ai toujours des idées, j'aime bien toujours essayer d'avoir un petit coup d'avance, mais parfois j'en ai beaucoup trop d'avance, donc on plante complètement, et on a planté complètement. Et je crois que ça, c'était un temps fort des valeurs RSE qu'on porte depuis 13 ans au sein de l'Observatoire comme média, où on s'est dit, on prend le pari, on va sensibiliser notre public sur les engagements RSE, notamment l'entreprise à mission, c'est quoi? Et on avait réuni tout un parterre magnifique d'ailleurs. Eh bien, ça a été un vrai bide. Voilà. Vous voyez, comme quoi l'Observatoire fait des bides. Voilà, Ben vous voilà. avez compris l'enjeu de la journée. Alors, vous avez compris. Alors, enfin, de la table ronde. quand on a vécu ça avec Muriel, mais on a insisté sur pas mal de choses. On sur la COP 21, enfin, on a fait pas mal d'actions qui ont toujours été des succès. Hein, et ça a été donc un échec. Lorsqu'on a organisé cette table ronde, immédiatement, je me suis tourné vers Muriel en disant, Muriel, il faut que tu nous parles de ce que tu as fait. Et d'abord, la vision qui est celle de la RSE pour ton entreprise, bien entendu, mais aussi pour la filière de la communication, parce que tu as cette particularité, tu connais parfaitement la filière de la communication dans tous ses grands contours. Oh, si, écoute, non, quand même. tu le connais bien. Ouais. Et nous remettre un peu la RSE au centre de notre réflexion, de l'importance que cela représente, et on voudrait t'entendre, et je sais que tu as fait une transformation majeure de ton groupe, hein, donc en entreprise à mission. Vous voyez comme quoi on a gagné 4 ans après. Enfin, c'est pas moi. C'est Muriel. C'est la Poste qui est devenue. C'est Muriel. Donc voilà, est-ce que tu peux nous situer ça? Tu as dit que j'étais postière? Tu dis d'où je parle ou pas? Non, tu n'as pas dit que j'étais postière. Je suis postière. Oui, c'est marqué. Mais c'est postière. Attends, oui. Vous ne le saviez pas? Non, enfin, bon, bref. Voilà, je suis postière et aujourd'hui, je dirige l'engagement sociétal du groupe. Et avant ça, je dirigeais DocaPost,
sa filiale digitale qui intervient aussi, vous le savez comme moi, dans l'univers de la grande nébuleuse communication, puisqu'elle est née du passage d'un état qui est des données à du papier et de l'autre côté, d'un état papier qui est à la fabrication des données. C'est ce qui fait dire à Dominique que je connais la filière, mais je la connais beaucoup moins bien qu'il ne le dit en tout cas. Alors quelques sujets peut-être dont je voudrais Quelques vous marqueurs. convaincre, oui, quelques marqueurs à partager. Le premier, c'est qu'au fond, vous voyez, moi, je dirige enfin, j'ai pris ce job il y a 5 ans et je vis la même chose que je vivais chez DocaPost quand j'ai pris DocaPost en main, il y a donc maintenant quasiment une dizaine d'années, à savoir ce truc qui était en train de monter très fort, qui s'appelait le digital, en train de monter très fort dans l'univers transactionnel, hein. Donc celui des échanges transactionnels, les contrats, vous voyez ce genre. Et où on me disait, oh ça va se calmer, ça doit être un truc de jeune, ça va se calmer tout ça et vous nous gonflez un peu, présidente, à nous demander à faire du mobile first quand on développe, avant que les sujets transactionnels passent sur le mobile, il va s'écouler du temps. Ben, vous voyez, je vis à peu près la même chose, enfin j'ai vécu dans les premières années la même chose sur la question de la RSE, à savoir, ça va se calmer, c'est un truc de jeunes. On va les voir une fois qu'ils viendront sur le marché du travail, qu'ils auront leurs charges, leurs traites, leurs enfants, et ils rentreront dans le rang comme tout le monde. Je crois que ça ne se calme pas du tout. Ça ne se calme pas du tout parce que c'est la deuxième chose que je pense enfoncer des portes ouvertes sur ce sujet-là, mais quand même, il faut le dire. Il y a une chose qu'on a maintenant sous le nez qui est la finitude de la planète, qu'on parle de sa capacité énergétique, qu'on parle de ses matières elles-mêmes. Et cette finitude, elle ne peut pas être étrangère à l'univers de l'entreprise qui, elle, se nourrit directement ou indirectement de ces ressources de la planète. Alors, on en a un truc sous le nez immédiat et évident avec les problèmes énergétiques, hein, mais on sait qu'on a monté l'ensemble de l'univers économique sur ces 100, 150 dernières années sur une énergie disponible, assez peu chère, quelle qu'en soit la nature, et que ce sujet-là atteint à un moment une limite mathématique, physique, hein, qui est la finitude de la planète, qui, entre nous soit dit, pourra très bien se passer de l'homme, hein. Ça a marché avant, ça peut marcher après, hein. Donc le sujet, c'est pas tant sauver la planète, hein, que sauver l'espèce humaine, hein. C'est ça le sujet, hein, parce que la planète, elle vivra sans nous, hein, elle a vécu sans nous, hein. Et ce que je vis, troisième sujet, c'est que le système est tellement compliqué, ce qui est à changer est tellement grand, tellement large, que c'est quelque chose qui nécessite la mobilisation et qui interfère avec toutes les parties prenantes de cet univers économique et non économique. Et l'entreprise ne peut pas se désintéresser de ce sujet. Qu'elle le fasse par obligation, qu'elle le fasse par conviction, qu'elle le fasse par opportunisme, qu'elle le fasse par raison d'être, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, nous traverse, qu'on le veuille ou pas. Et au fond, une politique RSE, elle consiste à regarder la responsabilité qu'une entreprise endosse au-delà de son PNL, au-delà de son bilan, au-delà de sa question de survie à court terme, et qui impacte de fait et qui est impacté par sa relation aux autres parties prenantes, et évidemment la planète étant en faisant partie. Ce qui veut dire que ça n'est absolument pas disjoint du business. Oui, Absolument pas. tout à fait. Alors, je crois qu'on reprendra le point après, Muriel, notamment,
tu es devenu entreprise à mission. Ça a été un travail de fond. On l'a évoqué dans différents pitchs, l'importance des collaborateurs. Enfin, bon, bref, tout ça a été très largement évoqué. Donc, ce sera important que tu nous expliques comment s'est passé cela, comment effectivement ça s'est traduit, quelle était l'adoption également qui a eu lieu, et quelles sont aussi les perspectives dans lesquelles. Hein, on reviendra sur ce point-là ensemble pour que tu nous remettes dans la matérialité de l'opérationnalité qui nous paraît importante et nous qui, au sein de la filière, est un élément, comme tu le sais, qui est un élément important. Peut-être un Peut-être mot et juste, puis après, ouais, je vais passer la parole à un Catherine. mot avant, pardon, Catherine. Dans les éléments qui sont les éléments très importants de cette énergie dont nous avons besoin pour fonctionner en tant qu'entreprise, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qui va faire l'entreprise. Aujourd'hui, si vous voulez recruter et fidéliser les meilleurs talents, les meilleurs clients, les meilleurs financeurs, les meilleurs investisseurs, les meilleurs fournisseurs, ceux avec qui vous allez pouvoir innover, si vous n'articulez pas le sens que vous donnez à ce que vous faites, alors vous n'y arriverez pas. Je suis absolument persuadée que les entreprises qui ne travaillent pas cette question du sens, soit disparaîtront, soit deviendront les sous-traitants de ceux qui prendront le devant de la scène et qui articuleront ce sens. C'était vraiment un constat très fort lorsque j'ai pris le sujet côté postal, parce que du sens, ça fait à peu près 500 ans qu'on en fait, sauf qu'on a tendance à considérer que c'est has-been et que c'était un vieux truc. Or, c'est une des énergies les plus puissantes aujourd'hui pour faire fonctionner nos entreprises. Et vous savez comme moi que ce qui fait vos entreprises, ce sont vos collaborateurs. Et ça, c'est un sujet essentiel et la RSE, elle fait totalement partie de ça et elle parle de ça. Merci Muriel. Catherine, d'abord, je répète, on est vraiment ravis de vous accueillir donc, au sein d'Observatoire Comédia. En effet, vous avez, vous, pris de plein fouet donc, la prise en main d'un sujet important, et la com dans tout ça. Enfin, je fais un grand chapeau un peu généraliste, mais c'est ça. Et la com dans tout ça, hein, où on s'aperçoit qu'on nous fustige de mauvais comportements, où effectivement nos imprimations deviennent des pollueurs, où l'acteur de l'événementiel, bah, c'est aussi des pollueurs, on est tous des pollueurs. Quoi. Donc, voilà. Et en plus, on porte des enjeux de communication, les annonceurs, parce que la filière, elle travaille pour des annonceurs, hein, et sur lesquels il faut également qu'on dit, bah oui, mais vous êtes aussi coupable de surconsommation. Bien. C'est ce climat ambiant dans lequel nous sommes, et je crois qu'on n'a pas le droit de passer à côté de celui-ci. Vous avez, je crois, énormément œuvré pour comprendre, pour analyser, pour porter des enjeux avec Mercedes Serra, la présidente, hein, donc, et effectivement, ce parcours que vous avez conduit, qui a été somme toute assez discret. Ben, tout à Pour fait. autant, aujourd'hui, on ne veut plus qu'il soit discret parce qu'on veut vous entendre. Voilà. Alors, ben, en fait, le parcours, il a mal commencé, je dirais, parce qu'en fait, on est un bouc émissaire tellement pratique. La filière communication, c'est tellement simple de dire que c'est de la faute de la pub. Donc, un peu à chaque fois qu'il y a une crise quelconque, la pub est la première visée. Et évidemment que quand on a commencé le dialogue avec la Convention citoyenne pour le climat, parce que ça s'est passé comme ça, on savait qu'on arrivait avec cette image déplorable de saltimbanques qui œuvrent pour la destruction de la planète, la surconsommation, etc. Et du coup, la première chose qu'on a fait avec ces gens, qui étaient des gens comme vous et moi, en fait, hein, on a eu 3 personnes très bien, en continuité, qui avaient contribué à pondre les 150 et quelques propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et il y en avait à l'origine presque une quarantaine qui parlaient de la pub, ce qui paraît dingue hein, par rapport à l'économie française. On pèse quand même pas si lourd que ça, on pèse lourd, mais pas tant que ça. Qu'il y ait autant d'articles et de propositions de mesures qui concernaient la pub. Donc, on a commencé très simplement en disant, vous savez, nous, on est comme vous, en fait. On est des citoyens, on a des enfants, on n'a pas envie qu'ils se prennent le mur, on n'a pas envie qu'ils vivent dans cette planète qui brûle sans qu'il y ait une évolution massive des comportements. Et on pense un truc que vous avez peut-être
pas intuité, mais qui est qu'il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas de communication. Pourquoi? Parce que, il faut que les choses changent massivement et que le seul levier pour que les gens fassent autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'on communique et c'est que les entreprises communiquent en premier lieu. On avait vu monter ça très fort, les attentes vis-à-vis des entreprises depuis des années. Nous, en fait, je parle là pour le coup en tant que BETC. On menait des études sur ce que les gens attendent des grandes entreprises et ça fait longtemps qu'ils disaient une entreprise ne peut pas se limiter à produire du profit, c'est impossible. Une entreprise doit œuvrer fortement pour le changement de la société, à la fois sur l'environnement et puis sur la réduction des inégalités, etc. Et ce n'est pas des petits chiffres, c'est des chiffres qui sont entre 75 et 90% des gens qui pensent ça. Donc, on savait que derrière, il y avait des attentes massives. Donc, on s'est dit, il faut qu'on réussisse, nous aussi, à prendre des engagements. Avant ça, on leur a demandé une chose, à l'État, à la Convention citoyenne, c'est de prendre compte de l'état de notre secteur pendant le Covid, parce que ce dialogue, en plus, il a commencé dans les premiers jours du Covid. On était convoqués au premier dialogue avec la Convention citoyenne pendant le confinement. Donc, on avait ces gens en visio avec tous les ministères. On devait être une trentaine à chaque réunion. Jean-Michel se souvient probablement. Et on a expliqué notre métier. On a expliqué qu'on travaillait pour des annonceurs, qu'on était donc un maillon d'une chaîne et qu'on ne pouvait pas tout faire, mais qu'on pouvait faire plein de choses. Qu'on ne pourrait faire ces choses que si notre filière sortait pas trop abîmée du Covid. Et donc, on pensait que si on interdisait tout ce qu'ils avaient prévu d'interdire dans la Convention, le secteur était par terre à la sortie du Covid. Ce qui était vrai, en fait, parce qu'il y avait toutes les interdictions sur la pub automobile pratiquement dans son intégralité, etc. Et vous savez bien combien ça pèse dans notre secteur. Pendant ce temps-là, les gens de l'événement étaient par terre. Donc, enfin, une situation un peu apocalyptique où on a dit, on a même fait paraître une tribune qui s'appelait Avant d'interdire, qu'on préférait les engagements volontaires aux interdictions. Et du coup, on est allé à la table de négociation en amenant, on a élaboré la filière. Donc, la filière, elle représente 27 fédérations aujourd'hui de la communication. Des fédérations interprofessionnelles qui vont du NCNP-TV à la Marketing Mobile Association, au métier des PR, etc. Les agences de pub, la ACC, bien évidemment, et les agences médias, l'UDECAM, etc. Et les régies des médias. Parce qu'on avait donné comme critère, pas les annonceurs. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, à notre sens, on ne peut pas être donneur d'ordre à une filière et de faire partie de la filière. C'est compliqué. Il y a quand même quelque part des intérêts parfois divergents. Donc, gérer tout ça nous paraissait impossible. Donc, on a demandé à ce que les membres de la filière, en fait, réalisent une partie majeure de leur activité en communication pour le compte de tiers, donc plus de 50% du chiffre d'affaires. C'est ça la condition d'adhésion à la filière. Et on a réussi à faire travailler nos adhérents et à les mettre d'accord sur 7 engagements. Le premier, c'est la reconnaissance de l'accord de Paris, qui est très importante sur le fond. Le deuxième, c'est le travail sur l'empreinte des entreprises de la filière, donc notre propre empreinte, donc pour celle de toutes les agences, celle des régies, celle des syndicats de presse, etc. Ce qui est assez complexe parce que l'empreinte d'une fédération, d'une filière, c'est jamais que l'addition de l'empreinte de ses membres. Donc c'est en cascade. C'est-à-dire que si on rend obligatoire la surveillance des empreintes de la ACC, de l'empreinte ça cascade sur les agences membres de la ACC. Donc ça impliquait l'idée de mettre en œuvre des outils, de concevoir, de donner à partager des outils pour permettre ces mesures. Donc, réduction de la trajectoire carbone des agences, c'est le deuxième, et des membres de la filière.
Le troisième engagement porte sur la prod, donc vous avez vu tout à l'heure tout ce que ça a impliqué, avec une limite qui est que la décision finale reste entre les mains des annonceurs. Mais cet engagement sur la prod, il vise à encourager les modes de production les moins émetteurs et à donner aux annonceurs le choix entre des productions qui se passent loin et des productions qui se passent ici. Donc ça suppose là une vaste initiative de relocalisation de la prod en France. Le quatrième porte sur la diffusion, donc s'engager à mesurer les trajectoires carbone des campagnes, enfin pas les trajectoires, les émissions carbone des campagnes. Ça, c'est un énorme engagement. C'est un engagement qui a soulevé de la part des médias une grosse inquiétude. Pourquoi? Parce que, en fait, à raison, les médias, aujourd'hui sont dans des situations d'émissions carbone très variables. Entre la radio, entre les émissions carbone d'une radio et celle d'une télé, celle de la presse, celle de l'affichage, c'est très différent. Ils ont tous travaillé sur la question, probablement sous contrôle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'UPE dans la salle, mais l'affichage est très avancé parce qu'ils avaient déjà beaucoup de contraintes, ils avaient déjà beaucoup travaillé sur l'espace urbain et les réglementations, etc. Et ils s'étaient préparés sur l'affichage digital et ils sont aujourd'hui capables de mesurer, de comparer les émissions d'une campagne, n'importe laquelle. Donc le calculateur est prêt, il est très opérationnel, il est incroyablement bien fait. Donc bravo aux afficheurs. J'étais sur les craintes des médias par rapport à cette mesure. Bien sûr, ils ont peur d'une évaluation à l'étalon vert de leur et du coup d'être blacklistés par des annonceurs, etc. Nous, on a dit qu'on allait d'abord prendre un référentiel année 0 en 2019 et voir comment on pouvait poursuivre une trajectoire d'amélioration. C'est le premier point. Je pense qu'in fine, on n'échappera pas à les annonceurs type L'Oréal, etc., l'Union des marques, est très friande de pouvoir mesurer l'impact des campagnes. C'est normal. C'est normal. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont supprimer la télé parce que la télé a trop d'émissions. La télé, par exemple, ils sont coincés entre une injonction de réduire leurs émissions et d'autre part des contraintes de l'État, de couverture géographique, de diffusion partout, de continuité. Donc, en fait, il y a une zone là qui n'est pas très simple à gérer, qui est typiquement une zone de transition, où les médias vont devoir aussi se mettre à l'heure de ces exigences. On en est au quatrième engagement. Le cinquième est celui du renforcement du pro bono de nos entreprises de la communication en direction des ONG écologistes et environnementales. Le sixième est celui de la formation, donc formation de l'ensemble de nos personnels et des étudiants en communication dans les écoles à la communication responsable. Donc le module de communication a été élaboré, il existe, il est disponible à la ACC. On est en conversation avec l'AVDAS pour le valider. Et puis déjà, les cours de communication responsable, en fait, on est nombreux à en donner dans les écoles à droite à gauche et ça va se systématiser. Et le dernier engagement concerne la RPP et sa gouvernance et en fait son obligation de remonter des informations sur la communication responsable devant le Parlement, donc avec un rapport annuel qui sera donc présenté, remis au Parlement à partir de maintenant. Après ça, en fait, une fois qu'on a élaboré ces engagements, ça n'a pas été terminé. Parce que la loi climat résilience était en cours d'élaboration. Après le refus de notre part des interdictions, ils ont quand même l'État a quand même élaboré une loi qui est sortie, dont le décret d'application est sorti, et qui est en fait assez légère en interdiction, mais assez exigeante en engagement. Et donc,
l'État a lancé à ce moment-là pour que les engagements aient une réalité, parce que tous les engagements qui ne sont pas surveillés n'ont pas lieu, ça on le sait bien. Donc en fait, ils ont lancé un rapport, une mission, la mission Bousquet-Leroy, donc Agathe, présidente du groupe Publicis, et Arnaud Leroy, président de l'ADEME, pour mettre en place un cadre de contractualisation avec l'État sur des engagements volontaires. Donc, ce sont les fameux contrats climat qui sont le cadre de ces codes de bonne conduite et des engagements volontaires que vont prendre à la fois des acteurs individuels, par exemple la Poste, ou bien des fédérations. Par exemple, la filière va contractualiser. Donc aujourd'hui, ces contrats climat sont prêts. Ils sont d'ores et déjà présents sur une plateforme qui s'appelle publicité-responsable.gouv.fr, sur laquelle toute entreprise, tout acteur désireux de prendre des engagements volontaires en faveur de la transition peut contractualiser. Donc, nous, on a pris au titre de la... En fait, il y a 3 gros acteurs qui vont avoir des engagements transversaux au-dessus des engagements individuels. Donc, c'est la partie transversale du contrat climat, que sont l'Union des marques, la filière communication et la RPP. Donc, on va pouvoir dire ce qu'on fait et donner des indicateurs de suivi. Alors, au début, la filière, on était super ennuyés sur les indicateurs de suivi, parce que vous imaginez bien qu'avec les 27 fédérations, plus les entreprises qu'elles regroupent, ça fait beaucoup de choses à agréger. Et qu'en fait, on ne sait pas comment agréger des choses de nature différente, parce que chacun a quand même aujourd'hui son outil de mesure, même si nous, là, on est en train de militer, d'œuvrer pour qu'il y ait un outil commun de mesure de l'empreinte carbone. Et donc, en fait, on a mis en œuvre... Alors, moi, c'est la première fois que je vois dans un document validé par l'État l'expression name and shame. Parce que dans la liste des entreprises qui vont devoir se déclarer sur la plateforme, il y en a donc pour lesquelles la déclaration est obligatoire, sont celles des secteurs visés par la loi climat résilience, donc l'automobile, l'ensemble de l'électroménager, pas que l'automobile, les locations, Europcar, enfin tout ce qui concerne production, distribution, location, va se déclarer sur la plateforme. L'étiquette gaz à effet de serre est obligatoire pour l'automobile et l'étiquette énergie pour les autres secteurs. Donc tout ça, tout ce monde-là va se déclarer et dire s'il a souscrit oui ou non un contrat climat. Et donc, le name and shame, il est là, c'est-à-dire le consommateur va pouvoir identifier les entreprises qui ont souscrit un contrat à climat et les autres. Donc, évidemment que c'est quand même un vif encouragement à déposer, à souscrire. Et c'est très bien, en fait, ça va vivre comme il faut. C'est assez rapide là, mais on va pouvoir tout le temps rejoindre la démarche. Normalement, on peut déposer à partir, je crois, du 15 juillet. Et je pense quand même que c'est une bonne façon d'envisager la transformation de notre secteur. Après ça, est-ce que la question quand même de Dominique était, est-ce que quand on est une entreprise, il faut afficher ses engagements RSE? Alors, moi, je dis que d'abord, il faut être prêt, en fait. Il faut que les actes précèdent la parole quand même. C'est-à-dire que, et c'est super repérable, et d'ailleurs, c'est quand même bien l'intention de la loi, puisqu'elle interdit toute allégation de neutralité carbone qui ne soit pas entièrement justifiée. Et là, ça va être très surveillé, et il y aura des amendes. Donc, je pense que... mais quand on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, quand on a trouvé son sens, énoncé sa raison d'être et mis en phase, en fait, pourquoi c'est si important cette histoire du sens et de la raison d'être? Parce que une entreprise, elle peut pas dire « Oh, bah, mon truc, ça va être de protéger les grenouilles de tel bassin fluvial d'Amazonie ou du Val de Sarthe ». Ça peut pas être ça. En fait, ça ne peut pas du tout être ça son sens, puisqu'il faut que le sens embarque les collaborateurs, il faut que le sens réponde, soit en écho au métier de l'entreprise. Muriel l'a très justement dit. Donc,
l'essence qui sont données par les entreprises et qui ne tiennent pas compte du métier sont caduques au départ. Mais quand on a en tête une vision de son métier, de l'évolution nécessaire de son métier et qu'on est engagé à le faire, bah bien sûr qu'il faut afficher ces engagements RSE. Tout ce qui n'est pas énoncé n'existera pas. Et comme c'est le premier prisme auquel aujourd'hui les gens, les citoyens vont juger une entreprise, c'est très dommageable. Déjà, ils étaient très contents que des grandes entreprises, la perception des grandes entreprises, elle a changé pendant le Covid. Parce qu'il y a plein de grandes entreprises qui ont décidé de faire des choses pour les gens et les gens la confiance est remontée sur les entreprises pendant la crise Covid. Et donc, d'une part, il ne faut pas la décevoir et d'autre part, il faut continuer. Les gens sont en attente. Et ils sont même prêts, ils sont même tellement prêts. La pression des gens, elle est très forte. Ils sont prêts à, comment dire, même à renoncer à certains trucs de démocratie pour que la transition ait lieu. Il y en a beaucoup qui pensent, il y en a jusqu'à 70% dans certains pays, qui pensent que le système démocratique aujourd'hui, et c'est les crises qu'on voit et la montée des populismes, ne sont pas suffisamment fortes, agiles pour aujourd'hui endurer ce que va provoquer la transition et l'effort nécessaire. Catherine. Voilà. Donc, je m'arrête parce que ce sujet me c'est passionne. un sujet passionnant. D'abord, moi, je ferais qu'on vous applaudisse parce que ce que vous avez fait, c'est un travail remarquable. Merci. C'est exemplaire et je crois il faut qu'on le fasse savoir et on le fasse valoir parce que je crois que c'est aussi notre rôle de bien faire prendre conscience à l'ensemble donc de nos écosystèmes respectifs de ces travaux qui sont menés, qui ont vraiment portent beaucoup de valeur. Peut-être en 1-2 minutes. Donc après, vous savez, on avait souhaité dans cette table ronde, parce que ça nous paraissait, Catherine aussi on a parlé ensemble, important, c'est d'avoir un témoignage de, j'avais dit 5 minutes, mais j'ai ramené pour tous à 3 minutes, parce qu'ils sont tous très brillants. Donc 3 minutes pour dire, voilà, moi dans mon entreprise, voilà ce que je fais. Voilà, parce que je crois qu'aussi, c'est par des petites choses, parfois des grandes, mais déjà des petites choses qui permettent de marquer véritablement les esprits. Il nous paraît important, et je sais, je demande aux 5 entreprises que je vais faire témoigner pendant 3 minutes, et vous réagirez d'ailleurs à ça, dans des domaines différents, pour qu'ils partagent leur point de vue. Muriel, peut-être pour rebondir sur les propos donc, de Catherine, tout à fait passionnants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Deux points très vite. Le premier, c'est qu'on a beaucoup parlé planète et GES. RSE, c'est ESG, c'est-à-dire qu'il y a l'environnement, il y a le social, sociétal et la gouvernance. Donc, tous ces champs sont ouverts. Aujourd'hui, on a une grosse pression, évidemment, l'eau monte sans faire de mauvais jeu de mots, et donc il y a tout un corpus législatif, réglementaire, européen, mondial même, qui se met en place sur le volet du réchauffement. Mais la RSE, c'est plus large que ça, et notamment, ça pose la question du modèle social, du contrat social, et de l'impact sur l'ensemble de son écosystème. C'est l'ensemble des sujets. Deuxième sujet, c'est est-ce que c'est qu'une histoire de grosse entreprise? Pas du tout. Vous voyez, on a si vous prenez le statut d'entreprise à mission, la qualité d'entreprise à mission, donc vous avez 3 marches, une politique RSE, l'élaboration d'une raison d'être, le pourquoi, en 2 mots, de Simon Sinek, le pourquoi, le why, que vous posez dans vos statuts, et qui dit que, au fond, ce qui définit une entreprise, c'est pas seulement des gens qui mettent de l'argent ensemble, ce qui était le cas avant, dans le 1833, le code, l'article du code, mais c'est une intention, et que cette intention, elle embrasse large. Et puis le 3e niveau, c'est celui de qualité d'entreprise à mission. Dans cette qualité d'entreprise à mission, vous faites évoluer votre gouvernance, vous posez des engagements et vous faites évoluer votre gouvernance, c'est le G de ESG, puisque vous allez instituer un comité de mission indépendant de votre CA qui va venir donner un avis chaque année sur le fait que vous êtes aux attendus de la mission ou pas aux attendus de la mission. Eh bien, aujourd'hui, il y a 600 entreprises en France qui ont adopté ce statut. À 85%, ce sont des TPE-PME. Ce n'est pas que Danone ou La Poste. Loin de là, parce qu'elles en ont fait un véritable shift, un véritable levier d'innovation
qui leur permettent de se positionner sur leur marché et de revendiquer. Et il y en a bien sûr de la filière, hein, ça je peux vous le garantir. Voilà. Absolument. Merci Muriel. Alors, restez bien assis, on écoute. D'abord, merci Muriel. Oui, tout à fait, on peut largement applaudir. Alors, effectivement, on a souhaité donc 5 témoignages. J'ai demandé à Gaëlle de venir me rejoindre pour donner sa vision et des valeurs qu'elle porte sur cette dimension-là. Tu viens t'asseoir à côté de moi. Là. Je me sens parfois un peu tout seul. Gaëlle, tu as 3 minutes pour nous partager ta conviction. C'est plus vrai que c'est 3, tu vois. Bon, je suis joueuse, donc je vais faire 3. En préambule, je voulais juste dire que je ne suis ni RSE ni RH, mais à la stratégie. Et l'idée, en fait, du sujet de la parité, c'est de ne pas en faire un sujet d'obligation réglementaire, mais plutôt un sujet de performance et d'entreprise. Et dans l'idée d'en faire un sujet de performance et d'entreprise, parce que vous le savez comme moi, c'est un sujet sociétal d'abord, avant d'être un sujet d'entreprise. Donc, c'est un sujet qui est compliqué. C'était de savoir d'où on partait. Et d'où on partait, il fallait mesurer, parce que sans mesure, il n'y a rien. On ne sait pas d'où on part. Donc, en décembre 2020, on a fait le pari de faire travailler une start-up qui s'appelle Mixity et qui lançait une empreinte de genre. Et d'avoir, donc on est allé récolter de la data pour voir d'où on partait. Et en parallèle de ça, on s'est rendu compte aussi qu'on avait, parce que Docapos, Muriel le sait bien, c'est construit par aussi rachat de filiales, etc. On avait des filiales qui étaient, l'obligation réglementaire, c'est l'index égalité. Il doit être au-dessus de 75, qui était en dessous de 75. Donc l'idée, c'était d'auditer ces structures qui étaient en dessous de 75, toujours avec de la data, avec des interviews, etc. Et de voir d'où on partait. Ça, on l'a mesuré, on est parti de 77 sur 100, aujourd'hui on est à 92 sur 100. Comme quoi c'est possible quand il y a une volonté derrière, en partant toujours de chiffres et de mesures. La deuxième chose, c'était de donner un tempo dans l'entreprise, de dire sur ce sujet complexe pour que les salariés, les managers se l'approprient, qu'est-ce qu'on doit faire. Bien sûr, on doit passer par une communication, mais une communication réfléchie. Donc sur des portraits mensuels, on est parti des métiers en disant il y a quand même, on est nombreux, une certaine invisibilité de certains métiers, qu'ils soient dans les territoires, dans la production, etc. Et on est allé faire des portraits à l'équilibre. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ce sujet de la parité, il peut être aussi répulsif, parce que certains hommes disent mais finalement, il y en a que pour les femmes, et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, tous les mois, il y a des portraits en binôme ou en trinôme, on part des métiers, voilà, soit des binômes que des femmes ou des trinômes avec des hommes, etc., qui parlent de leur métier et comment ils appréhendent le sujet. Changer de paradigme, c'est pas simple non plus. Donc, tous les mois, il y a aussi des conférences avec des intervenants externes, que ce soit du milieu du sport, que ce soit des sociologues, que ce soit d'autres entreprises qui disent voilà, moi, comment j'ai appréhendé le sujet, mes clés de réussite et mes échecs. Et on avance. On a ces conférences à peu près en direct, une centaine de personnes qui se connectent. C'est tous les mercredis, une fois par mois. Et puis, on a surtout les replays. Et les gens se disent, mais oui, finalement, ce n'est pas qu'un sujet d'entreprise. Et pourquoi les valeurs du sport peuvent insuffler dans l'entreprise des sujets de parité. Voilà. Et comme je n'ai que 3 minutes, j'ai d'autres histoires à vous raconter, mais on a mis plein de choses comme ça. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Dominique. Moi, j'ai la stratégie des petites marches ou des graines. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a gravi, ou une fois qu'on a semé et qu'on a vu, on continue. Et on avance sur le chemin comme ça. Merci Gaëlle. Merci encore à toi. Lionel, 2 mots. Donc, un sur ton activité et ton engagement, effectivement. Merci, bonjour à tous. Donc, écoutez, moi, donc, je suis chef d'orchestre du groupe Chomeil. Et donc, en tant qu'industrie, de l'imprimerie notamment, nous considérons que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la planète et des collaborateurs dans leur vie privée et dans leur vie au travail. Et donc, pour cela, donc on a mis en place une véritable politique RSE avec une gouvernance et un pilotage. Et donc, nous avons 2 leviers principaux d'action. Un premier levier, c'est sur les produits, notamment de pouvoir produire des supports imprimés sur des matières biosourcées, éco-responsables. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, on nous a demandé d'imprimer 40 panneaux.
sur du PVC et nous avons demandé quelle était la durée d'utilisation. On nous a dit 1 jour. Donc, on a dit, ben, écoutez, faites-le sur du carton parce que le PVC, c'est des produits pétroliers et que ces produits pétroliers, ben, on va les jeter au bout d'1 jour. Donc, c'était stupide. Voilà, donc, on intervient à la fois sur des produits et à la fois sur les process. Donc là, on part déjà de l'éco-conception. Donc, je pense que dès le début, il est important d'intégrer la notion RSE. Tout se joue au démarrage. Ensuite, après, il y a la partie production, où là, ben, il faut utiliser des équipements consommant moins d'énergie, des équipements durables qui ne se jettent pas au bout de quelques temps, qui ne produisent pas de pollution, etc. Ensuite, il y a toute la partie gestion des déchets, où là, pareil, il faut définir je dirais des cycles de recyclage. Nous, par exemple, sur tous nos supports rigides, notre gâche, on les stocke et on les donne à des écoles d'industrie graphique pour les étudiants, de manière à ce qu'ils puissent ben, faire du travail. Et pour eux, c'est gratuit. Et pour nous, on est ravis de pouvoir aider les jeunes. Voilà, par exemple aussi les bâches imprimées. Pareil, on les stocke et on les récupère pour un atelier de couture qui est RSE, qui emploie des gens qui sont en difficulté. Et donc, avec ces bâches, eh ben, ils réalisent des sacs, des pochettes, des vêtements. Voilà, donc c'est tout ça en fait qui est important. On appelle ça l'économie circulaire. Hein. Et puis après, il y a toute la partie évidemment emballage, où l'on a trouvé aussi des films qui ne sont pas en plastique, des films issus du papier, qui ont les mêmes vertus. Et puis après, il y a tout ce qui est transport, où là, effectivement, ben, on cherche de plus en plus à éviter les transports. D'abord, il faut moins consommer. Et puis après, ben, d'utiliser des véhicules électriques, notamment. Alors, Lionel, il y a un dernier point, parce que si je ne tendais pas la perche, tu allais le dire quand même. Puis il y a le Made in France. Parce que tu ne cesses de communiquer sur le Made in France. Donc, un mot. Bah oui, je pense que ça fait partie de la RSE, puisque en fait, l'objectif, c'est que les annonceurs puissent privilégier des entreprises 100% françaises plutôt que des filiales françaises d'entreprises étrangères. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver nos emplois, il faut que les entreprises payent des impôts pour payer les écoles, les routes, les universités, etc., pour préserver aussi la confidentialité des données, pour préserver les valeurs de notre pays et notre souveraineté. Donc, je pense qu'il est très important de rappeler ce point-là. Merci. Merci à toi, Lionel. Vincent, à nous. Allez, viens, Vincent. D'abord, on est ravis de te revoir. On te connaissait bien notre écosystème. Tu es reparti sur Toulouse, des moments un peu difficiles à vivre. Et on est ravis d'être parmi nous. Alors, tes engagements. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Vincent Santa Cruz. Je suis président et cofondateur d'une plateforme qui s'appelle ONB. On fait de la gestion d'invitation, d'inscription pour les événements grand public et de la billetterie en ligne. Je vous rassure, on n'était pas la billetterie du Stade de France le soir de la finale de la Ligue des Champions, même si j'aurais bien aimé pour le coup. Je vais vous parler, moi, de notre engagement sur l'éco-conception de plateformes web aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de sites web qu'il y a dans le monde en 2022? Un chiffre. 2 milliards, exactement. Bravo, monsieur. Est-ce que vous savez que sur ces 2 milliards de sites web qu'il y a dans le monde aujourd'hui, 75% d'entre eux sont inactifs et sont maintenus sur des serveurs? Imaginez-vous la quantité d'énergie aujourd'hui qui est gâchée par des sites qui ont été créés qui ne servent strictement à rien aujourd'hui. Donc nous, ça, c'est notre constat en fait que l'on a fait chez nous. C'est ce qui a été dans notre engagement. Ça a été de se dire comment on va essayer de rendre plus responsable la conception de nos outils et de nos solutions événementielles digitales aujourd'hui. Ça se passe sur différents points. Donc, qu'est-ce que c'est l'éco-conception? C'est de rentrer dès le processus de conception d'un produit des critères environnementaux. Je pense qu'ici, dans la salle, beaucoup de personnes ont conçu des solutions digitales et des sites Internet. On parle de chartes graphiques, on parle de maquettes, on parle de cahiers des charges. Mais en fait, on ne parle pas du tout, je pense que c'est sous-coté,
les critères environnementaux dès l'élaboration du produit. On devrait le faire dès le démarrage, c'est ce que nous, on a fait du moins. Donc, quand on parle d'éco-conception, de quoi on parle? On parle de poids de fichiers, donc de poids de pages web aujourd'hui. C'est la divergence entre les marketeurs et l'éco-responsabilité. C'est dans un monde où le contenu est roi aujourd'hui, c'est comment on va mettre de plus en plus d'images, de vidéos, de livres blancs, de podcasts, etc., de fichiers à télécharger. Et en fait, on est tous en une guerre de vouloir faire plus sur nos sites web, alors qu'en fait, on ne fait, la plupart de ce contenu-là, malheureusement, n'est pas consulté. Donc, j'attire la vigilance de tout le monde de se dire qu'est-ce qui sert vraiment dans ce que l'on fait et de ne pas vouloir surenrichir des choses. Donc, ça, je trouve que c'est un sujet qui est ultra important. Voilà. Donc, après, en termes de performance, je vous en dirai un peu plus parce qu'on n'a que 3 minutes. Globalement, pour synthétiser, aller droit au but, mes développeurs ont suivi une formation qui a été dispensée par l'ADEME et par une entité qui s'appelle Green IT, qui est une formation sur l'éco-conception de sites web qui a été réalisée à La Rochelle dans un institut spécialisé et donc qui nous permet de limiter. Et pour terminer, en fait, on a créé un plugin qui s'appelle Carbon Footprint, que vous pouvez tous télécharger gratuitement en termes d'extension, qui vous permet de mesurer l'empreinte carbone de tous les sites Internet que vous souhaitez. Donc, vous voyez exactement les performances en temps réel d'être éco-responsable dans sa conception. Je ne pense pas, et au contraire, j'ai limité cette partie-là et je dirais juste un dernier mot, c'est pour la performance. Dites-vous que plus votre site est lourd, moins il est accessible, plus les temps de chargement sont longs et plus les personnes qui n'ont peut-être pas encore la 4G dans certaines régions de France ne peuvent pas y accéder, donc le site n'est pas consulté, votre message n'est pas passé. Donc pour moi, c'est un critère de rentabilité aujourd'hui. Allégez vos sites Internet, ils seront d'autant plus consultés et du coup rentables. Merci Vincent. François. Avec grand plaisir. François est patron d'une très grosse ESN. Et donc après, toutes Maltem. ces applications sont hébergées dans des clouds. Et en fait, c'est le cloud lui-même, et je suis l'ancien patron de la prod de la Bourse de Paris, donc on avait des data centers on-premise qui n'étaient pas 14 001, donc on consommait énormément. Et est-ce que donc vous, dans votre réflexion autour de l'éco-conception, ça implique aussi les clouds que vous utilisez, qui eux-mêmes doivent être des green, des 14 001, pour protéger la planète, parce que c'est les data centers qui font mal, en fait. On parle d'OVH, on parle de tout ça, mais ils ne sont pas forcément green, si ce n'est avoir le label pour le marketing. Mais oui. On est d'accord. Voilà, c'est un peu ça ma question. Merci François pour ça. Mais il bouge, François. C'est là où on est écosystémique. C'est-à-dire que si on attend que chacun, soit en amont ou en aval de soi, ait bougé, c'est mal parti. Hein, voilà. Donc, c'est tout le monde en même temps. Et il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Il faut que vous sachiez que sur ce sujet de salle serveur et d'hébergement, ces acteurs soumis eux-mêmes aux mêmes pressions réglementaires et pas plus cons que nous, hein, c'est-à-dire lisant les mêmes bouquins, écoutant les mêmes gourous, voient très bien ce qu'est le sujet qui est devant eux. C'est en train de devenir les plus gros pourvoyeurs d'euros en termes de capacité d'achat pour une électricité non carbonée, une électricité d'origine renouvelable. Hein. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont en train aujourd'hui, ça nous fait peut-être mal, mais de passer de très gros contrats, et c'est ça dont a besoin le secteur de l'énergie renouvelable pour avancer, de très gros contrats d'acquisition et de stabilisation de l'énergie renouvelable pour pouvoir alimenter correctement leur serveur. Donc, ça bouge vraiment beaucoup, Merci. même si ce n'est pas encore assez. Oui. Absolument, absolument. Et on le met dans nos conditions d'achat. Bien, ouais, remarquable. Merci Vincent, on te applaudit. Merci encore d'avoir créé. Alors, Jean-Baptiste, si tu peux venir me rejoindre. Vous savez, nous avons un champion en France dans la logistique marketing, hein, donc qui est leader, c'est Stacy. Et souvent, on voit son président, Thomas Mortier, porter ses enjeux internationaux boulimiques. Parfois, je l'intitule. Alors,
Les engagements, alors moi, effectivement, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Thomas, j'ai dit Thomas, tu fais quoi de bien, toi? On m'intéresse. Il m'a dit attends, je t'envoie Jean-Baptiste, tu vas voir, ça va le faire. Ah bah, Voilà. Alors à déjà, toi de jouer. je suis ravi d'être avec vous. T'as 3 Donc, minutes. Hein. j'ai 3 minutes. Bon, Ouais, pas plus. on va essayer de tenir. Donc, Staci, c'est 63 sites logistiques à travers le monde. C'est 2500 collaborateurs et c'est surtout 25 millions d'expéditions de commandes pour nos gros clients. La RSE dans le groupe, c'est surtout une analyse fine de nos impacts positifs et de nos impacts négatifs, avec la volonté réelle de faire perdurer nos impacts positifs, tout ce qui est social, bien évidemment, et de contraindre, limiter, voire d'effacer tout ce qui est impact négatif. Alors forcément, comme logisticien, on va avoir une pensée pour tout ce qui est transport, qui chez nous est sous-traité. Donc on a une grosse politique achat qui travaille sur ce domaine-là et une direction qui est dédiée à la réduction de notre empreinte carbone du transport. Mais en interne, ces 25 millions de commandes, ce sont surtout des colis. Et on a mis en place une politique d'emballage juste qui est fondée sur 4 piliers assez simples. En fait, c'est d'adapter le colis à ce que nous devons expédier afin d'éviter de transporter du vide, afin de surconsommer des matières et bien sûr d'optimiser derrière le remplissage du camion lorsqu'ils sont sur nos quais d'expédition. Derrière, on a un flux amont qui vient de nos clients, qui vient de les imprimeurs, des industriels, qui amènent des produits dans nos entrepôts. Ces flux amont ne sont pas exactement les conditionnements qu'on expédie en retour, puisqu'on fait de la mutualisation. Et donc, on réutilise tous les cartons des flux amont pour être utilisés comme produits de calage. Donc, ça évite d'avoir des déchets qui sont émis pour rien. Enfin, on va avoir aussi une action sur la palettisation de ces envois avec du film plastique qui est biosourcé. Alors, les technologies sur ce domaine sont encore assez, on va dire, limitées. Il y a beaucoup de rejets, mais on est quand même en progrès. On a aussi du film qui est tendu de façon spécifique et on utilise beaucoup de matériel automatique, ce qui permet de gagner en quantité de matière utilisée. Et le tout, voilà, c'est surtout de faire notre part, parce que voilà, chacun a son rôle à jouer, et donc on y va pas à pas. Merci. Laurent. Alors, Laurent, bon, on a vu ton coup de gueule là, récemment là, sur les réseaux sociaux. Là, tu avais l'air énervé. Là. Je t'ai senti un peu énervé. Agacé. Un peu agacé. Simplement agacé. Alors, raconte-nous, toi, ta position, 3 minutes. 3 minutes, Appcraft, donc nous, on intervient sur la création d'événements digitaux ou hybrides. Et en fait, un des coups de gueule, c'est sur la certification ISO 20121, puisqu'en fait, nous, on a été certifiés l'année dernière et on a découvert la semaine dernière que les événements sportifs au Qatar étaient également certifiés ISO 20121, ce qui me scandalise totalement et ce qui pose problème sur ces normes-là. Je voulais revenir sur ce qui était évoqué, c'est-à-dire que la démarche RSE, en fait, elle balaye plein de champs. Nous, on est une équipe de 25 personnes et en fait, il y a effectivement les questions de gouvernance. Donc, comment on fait pour intégrer les équipes dans cette gouvernance? Donc là, il y a des questions de management. Il y a aussi des questions sociétales. Et dans notre univers de l'événementiel, de la communication, c'est des choses qui sont très importantes. On a souvent des horaires décalés. On peut travailler la nuit. Et du coup, on a mis en place, on a un accord d'entreprise qu'on a voté avec l'ensemble des collaborateurs pour justement mettre en place des mécaniques de récupération ou de revalorisation de salaire ou d'astreinte. Voilà, il y a plein de dispositifs possibles. Mais ce dont on se rend compte, c'est que en fait, ce travail-là que nous on fait en tant que prestataire, on ne le retrouve pas forcément chez les clients. C'est-à-dire, un client, il ne va pas comprendre en fait qu'à partir du moment où j'ai une personne qui commence à travailler à 7 h du matin et qui finit à 23 h, potentiellement, il me faut 2 personnes. Et ce n'est pas la seule personne, parce que le droit du travail en France fait que, et il est très bien comme ça.
Donc là aussi, je pense qu'il y a un enjeu pédagogique auprès des annonceurs et de nos clients de dire attention, soyons vigilants, parce que cette dimension RSE, et pour moi en tant que chef d'entreprise, ce qui m'a passionné dans ce travail de certification, c'est d'abord le volet social. Parce que c'est ça, en fait, qui fait bouger les lignes. C'est là où on retravaille le produit. Alors, comme dit monsieur, effectivement, on fait aussi de l'éco-conception. On parlait d'OVH, par exemple, mais pour avoir échangé un peu avec Michel Paulin sur ces questions, il y a quand même un vrai investissement d'OVH sur des serveurs qui sont voilà, sur le recyclage de leurs serveurs, sur le refroidissement ou sur le fait qu'ils vont faire durer le plus longtemps possible leur machine, ce qui est également notre cas. C'est-à-dire qu'on va plutôt acheter des machines recyclées, on va plutôt essayer de les donner en fait quand ils arrivent en fin de vie ou d'avoir des filières de recyclage particulières. Donc en fait, c'est un peu la stratégie du colibri, quoi. Mais il y a plein de petites actions à mener. Et en tout cas, elles ne sont pas que uniquement sur le côté décarboné des événements. Pareil, on y travaille beaucoup sur un événement. En fait, 80% du bilan carbone est lié en fait au déplacement des personnes. Donc avant l'événement et après l'événement. Donc comment concevoir en fait des événements, par exemple, qui vont être multi-sites, plutôt que de ramener 2000 collaborateurs à Bercy. Bah, peut-être qu'on peut faire un événement sur Paris à plus petite taille, avec des jauges en plus qui humainement seront seront peut-être plus humaines, et puis un événement simultané à Lyon, à Marseille, à Lille, etc. Donc en fait, il y a plein de choses à imaginer, et cette période Covid, justement, a complètement boosté pour moi ce travail. Mais il y a plein de champs d'investigation. Et ce que tu fais au titre de l'éducation également était très, très intéressant, c'est un joli clin d'œil. Oui, ça c'était amusant. Et effectivement, le BTS Communication de cette année, le sujet du BTS Communication était sur la société Appcraft et justement sur nos engagements RSE. C'est sympa. C'est un sujet qui a été accepté par le ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait, je crois que ça mérite d'être souligné. Merci à toi. Alors, écoutez, je vais inverser un peu puisqu'il va nous rester 15-20 minutes.